Il a lancé Renaud, il a lancé Patricia Cass, mon mec à moi, c'est lui qui l'a écrit. François Bernheim, vous êtes incroyable parce que ce livre qui s'appelle Eddie Barclay et moi, qui est publié au Cherche Midi, moi je suis, j'allais dire littéralement, tombé de ma chaise. C'est un livre incroyable qui se lit comme un roman de la première à la dernière ligne. Vous nous racontez, alors on va entendre une musique comme ça qui va nous rappeler qui était Monsieur Eddie Barclay. Alors c'était Édouard Ruot, de son vrai nom, il était incroyable dans ce métier. On entend là avec Quincy Jones, c'était un fou de jazz. Alors Quincy Jones était un de ses premiers amis en tant qu'il a engagé en tant que directeur artistique dès qu'il a monté la maison Barclay. Mais Édouard Ruot, c'est un enfant du Café de la Poste à la gare de Lyon à Paris. Ses parents étaient cafetiers et ils avaient eu la bonne idée de lui acheter un piano dès l'âge de 10 ans qu'ils avaient installé au premier étage de ce café. Et le petit Édouard, évidemment, d'une façon toujours en étant autodidacte, s'essayait sur le piano et il cassait un peu les oreilles de son père, qui devait lui dire à un moment « Pourquoi tu prends pas la suite du café ?» Et lui disait « Non, peut-être pas, parce que voilà, il était passionné de musique. » Quelle aventure extraordinaire va être celle d'Eddie Barclay, qui va devenir le prince du showbiz, cet homme des nuits blanches de Saint-Tropez, cet homme qui se marie je ne sais combien de fois. C'est un prince et en même temps c'est quelqu'un d'insaisissable. Autant adoré que détesté d'ailleurs et jalousé, mais insaisissable c'est exactement le terme qui lui convient. En tous les cas, dans les 4 ans et demi que j'ai passé en tant qu'assistante pour travailler chez lui, je n'ai jamais réussi à avoir une seule conversation avec lui. Oui. Mais dans ce livre, vous en faites un portrait saisissant et touchant aussi quelque part. Et c'est vrai que vous commencez les premières lignes, c'est son fils qui vous appelle, Eddie Barclay est mort. Et vous allez au domicile, avenue de Friedland à Paris, où vous aviez connu Eddie Barclay la première fois, et vous le racontez aussi. Et là, il est dans son cercueil blanc. Et c'est un moment très fort pour vous. Parce que c'est le décor surtout qui est très impressionnant. Il est dans son cercueil blanc, mais il est aussi sur cette grande table ovale autour de laquelle beaucoup de gens avaient ripaillé, si j'ose dire, parce que la bouffe était toujours magnifique quand même chez Barclay. Il y avait un chef à domicile. Hein. Et donc quand je vois cet homme habillé en blanc, ce cadavre habillé en blanc, dans ce cercueil blanc, il y a quelque chose comme ça qui me dit tout est raccord. Voilà. Ouais. Avec le personnage, avec l'histoire, avec ce qu'il a pu véhiculer comme image aussi. Oui. Il est dans ce cercueil. Vous donnez un détail. On lui a mis un verre de vin millésimé dans la main, dans le cercueil. Dans une des deux mains. Et l'autre, il a un cigare. Dans l'autre, il a un cigare. Et à ses pieds, il y a une bouteille millésimée. De Saint-Estèphe. Dans le cercueil. Oui. C'est incroyable. C'est un décor de cinéma. C'est exactement ça. Que vous dire, c'est vrai, à ce moment-là, je ne sais pas, je crois que c'est Carlos qui avait eu cette idée parce que c'était l'ami, avec Aznavour, c'était vraiment ce qu'il avait de plus fort comme amitié, Barclay. Et ils avaient probablement imaginé cette mise en scène qu'on peut trouver de mauvais goût, mais que je ne trouvais pas du tout être de mauvais goût. Oui, et cet homme-là, et vous allez le raconter après, est très seul, et peu de monde est là, autour de ce cercueil, à ce moment-là. Et pourtant, combien il a compté, combien ça a été un personnage. Et ça, c'est à la fois une réussite immense et une forme de tragédie. Ça commence, on va entendre une chanson, François, c'est vous avez 17 ans, vous partez en Espagne, et vous rencontrez deux jeunes femmes qui ont le même âge que vous. Oui. Oh, c'est un plan de drague, basique. Je vois deux blondes comme ça en Espagne, sur une plage qui sont entourées d'une nuée d'Espagnols, tous bruns bien sûr. Et là, je les trouve très très belles. J'entends qu'elles sont françaises, puisqu'elles parlent français, mais aussi espagnol. Et j'ai fait un plan de reptation sur ma serviette jusqu'à être près d'elles et pouvoir les connaître. C'était Violaine et Véronique Sanson. Oui, alors Violaine et Véronique, bien sûr, 17 ans, qui va devenir Véronique Sanson. Et vous enregistrez ça, écoutez, les Roche-Martin. Vous êtes tous les trois sur la pochette, regardez. Oui. Quelle histoire.
François. Reviens sur la terre, ma que-tu Alors peux ça, encore voilà, pleurer. la pochette, elle est là, hein, Véronique Violaine et François. Et C'est une horreur, hein, cette c'est- pochette. C'est une horreur. Comment on a pu faire sortir un truc pareil? c'est vrai. Non mais ce qui est fou, c'est que ça va arriver aux oreilles de Barclay. Je sais pas. D'une certaine manière. Oui, d'une Parce certaine que manière, On vous oui. appelle un jour, on vous dit, vous qui êtes, voilà, vous êtes pris, vous n'avez pas un rond, vous êtes Pas un rond, ça, c'est promené sûr. dans Paris, on vous dit, Monsieur Barclay veut vous voir. Oui. Et c'est déjà un choc. Ah oui. Parce qu'évidemment, moi j'ai entendu parler d'Eddie Barclay, mais je ne sais pas qui c'est. Jusque-là, j'avais fait équipe avec Michel Berger, qui avait produit nos 2 premiers singles, Véro, Véronique et moi. Et j'avais approché le métier, mais de très très vaguement quand même. On avait fait une télé, je crois, et quelques émissions de radio. Et là, tout d'un coup, j'ai l'empereur du micro-sillon qui m'appelle, enfin, par l'intermédiaire de sa secrétaire, qui me donne rendez-vous pour le lendemain 22 à Nutrier-de-Lande, chez lui. Et je ne sais pas trop comment je dois faire. J'ai failli refuser d'ailleurs, Oui, oui, parce que oui, oui. je vais la trouille. Vous racontez, vous tournez en rond devant la porte, Oui. puis là, vous rentrez dans l'Empire. Alors, c'est le roi. C'est le roi, l'empereur. Hein. Il est toujours habillé d'une certaine manière. Veste chamarrée. Veste chamarrée. Sur la table, il y a toutes les photos, on le voit avec les plus grandes stars du monde. Oui. Et bon, le décor est assez vieillot quand même, globalement. Le décor est du moderne de l'époque, c'est-à-dire rien du tout. Quoi. Ouais. Le moderne d'une époque, c'est pas grand-chose en réalité. Ce sont des meubles fonctionnels, confortables, c'est sûr, mais il n'y a pas une touche de... C'est pas très humain, quoi, tout ça. Il y a un piano, bien sûr, il y a le piano, c'est très important. Il y a un billard aussi, c'est très important, tout ça. Et puis, bah, il y a une espèce il y a la salle à manger. Alors la salle à manger est peinte, les murs sont peints de plages idylliques, et du soleil partout, il y a des baigneurs partout. Autour de la salle à manger, comme ça, on dîne ou on déjeune Oui. à Tahiti. Et là, donc l'empereur arrive il a une petite voix, comme ça, il bouge pas trop les lèvres. hein. Comme ça, assieds-toi là. Oui. Assieds-toi, j'ai voulu te contacter, oui. Oui, tu sais pas ça. Mais c'est pas grave, viens, assieds-toi. Et puis il dit, c'est Jeannette, il dit Jeannette, appelez Johnny pour qu'il vienne dîner à midi. Oui, c'est ça. Voilà, vous voyez que tout de suite vous êtes dans l'ambiance. Et puis là, il vous dit, je vais vous engager. Vous avez 5 minutes. 5 minutes Il pour dit, me répondre. Tu fais quoi dans les... Parce qu'il tutoie, hein. Moi, je tutoie pas. Mais... Ah oui, tutoie tout de suite. Tu fais quoi dans les... J'étais étudiant en droit. Bon, quelle année? 4e, d'accord. Et pour gagner ta vie, tu fais quoi? J'ai dit, je viens d'accepter un boulot à mi-temps. Et combien tu gagnes? Je gagne 1500 francs par mois. Alors, il prend une seconde et il dit, bon, ben moi, je te donne la même chose, mais à temps complet. Tu deviens mon assistant, tu as 5 minutes. Ouais. Et j'ai dit, j'ai pas besoin de 5 minutes. Et là, vous voyez débarquer. Alors, il y a Jacques Martin, il y a Jean-Yann, il y a Johnny qui débarque, Ouais. et les déjeuners incroyables qui se passent. Il y a Henri Tous les jours. Salvador qui fait l'imbécile. Oui. C'est ça qui se passe. Oui, Salvador qui rit, vous savez comment il rit, hein, Salvador. Oui. Mais c'est son fonds de commerce, à Salvador, à ce moment-là. Jacques Martin, oui, qui est ce qu'on connaît de Jacques Martin, c'est-à-dire une espèce de trublion frisé, qui pourrait être Camelot dans un Monoprix, mais qui est hyper intelligent, fin et magnifique. Il y a Jean-Yann. Jean-Yann, très, très, comment dirais-je, taciturne, qui dit pas grand-chose, mais alors quand il dit quelque chose, c'est venimeux, c'est redoutable, et c'est très drôle, surtout. Oui. Et Johnny arrive en retard. Hein. Il arrive en retard parce qu'il a fait Ouais. l'Olympia la veille, Oui. et qu'il a dû, évidemment, célébrer ça avec force. Il est assez silencieux à table. Oui, même timide. Oui. Timide, on n'est pas très loin en âge. Il doit avoir 4-5 ans de plus que moi à ce moment-là. Donc on s'y retrouve un peu. Les autres ont tous 50 ans. Ils sont tous dans le plus vif de leur existence. Dans ce qu'il y a de plus formidable. Pour eux, c'est des gens de radio, c'est des gens de théâtre. Il y a Jean Lefebvre, qui, moi, me fait hurler de rire, même s'il dit rien. Donc Parce vous que- retrouvez, François, vous vous retrouvez là au milieu de ce monde-là. Oui. Alors vous avez prévu de partir aux États-Unis avec un pote pour traverser l'Amérique. Il vous dit, qu'est-ce que tu fais après-demain? Il vous dit, je pars faire le tour des États-Unis. Il dit, ça tombe bien, je serai à New York, on va se voir dans 2 jours. Exactement. Et alors, Et il me dit, appelle-moi. non mais c'est ça, regardez, moi je vous montre ce bouquin, parce que c'est un roman, mais c'est un roman vrai, c'est absolument
absolument dingue parce que tout y est, les odeurs, les visages, les rencontres. On croirait voir un film. Alors, vous allez ensuite vous retrouver dans des bureaux sous-sol avec tout. Alors, vous décrivez l'ambiance qui règne. Il y a des personnages extrêmement hauts en couleur. Vous rencontrez, donc, vous dites, qu'est-ce que je fais là? Enfin, vous vous demandez pourquoi Barclay vous a choisi. Alors, vous rencontrez, par exemple, Bernard Dimet, qui est un poète Montmartrois qui, on va dire, aime bien la bouteille. Et vous dites, on va faire des chansons. Vous cherchez. Barclay me fait appeler par sa secrétaire. Veuillez vous trouver à 20h demain soir chez Monsieur Barclay. Bien entendu, j'ai aucune raison de refuser. Hein. Alors, pas de vie privée, bien sûr, ça c'est totalement impossible. Et j'arrive chez lui et je me trouve devant ce personnage à la barbe fournie, extrêmement sympathique tout de suite. Il voit très bien qu'on est une C'est grande... lui qui avait écrit Syracuse, magnifique chanson. Entre autres. Ouais. Et il avait écrit aussi... Mon truc en plume. Voilà, ça m'échappait. Ouais, il n'y avait pas que ça, il avait plein de trucs. Oui. Mais quand même, voilà, il y en avait pas mal qui aimaient la bouteille. Et lui déjà, en particulier. Il était déjà bien arrangé vers 20h. Ça picolait pas mal chez Barclay. Hein. Voilà. Bah oui, et puis alors Barclay nous dit, bon, écoutez, là, on ne sort pas d'ici avant d'avoir écrit 10 chansons. François fait la musique, moi je fais la musique aussi, me dit-il, et Bernard écrit les paroles. Je peux vous dire que bon, on savait pas très bien quoi faire, et finalement on a mis sur Revox à l'époque une dizaine de thèmes qui n'ont jamais vu le jour. Oui. Mais moi ça m'a permis de connaître Bernard Dimet et d'en faire un ami. Quoi. C'est ça. Alors c'est vrai que les soirées chez Castel, chez Lippe, tout le monde se croise. C'est la vie parisienne. Il y a quelque chose d'un jeu, d'une espèce de comédie humaine. Oui, mais c'est de l'entre-soi aussi. Oui. On a des codes. On a des codes chez Lippe, on a des codes chez Castel. Quand on arrive comme moi j'ai 20 ans à l'époque, 21 ans, c'est pas non plus très sécurisant. Parce que personne ne me calcule, on ne sait pas qui je suis. Bon, voilà. Mais je suis là. Ouais. Et être là, ça veut dire observer aussi des choses. Ça veut dire aussi peut-être même dénoncer des gens qui pourraient éventuellement se servir de Barclay. Je servais un petit peu à ça, moi, de temps en temps. Ouais, alors vous croisez un coursier dans les couloirs gouailleurs qui s'appelle Daniel Guichard. Ouais. Et puis alors un jour, Barclay vous appelle et vous dit venez. Et là, vous découvrez Brigitte Bardot. Elle est. Ils ont mis en scène. Elle est quand même presque. Elle est où assise sur le meuble? Non, pas du tout. Elle est sur le bureau. Elle est sur le bureau. Sur le Barclay, allongée sur le bureau de Barclay, et elle a cette chevelure blonde absolument formidable qui pense aller d'un côté du bureau. Elle a les jambes qui sont repliées comme ça. Il y a des cuissardes. J'ai vraiment cette image là. Et alors moi je suis totalement interdit parce que j'ai pas reconnu tout de suite Brigitte parce qu'il y a une espèce de d'ombre comme ça et la Barclay qui est derrière avec son cigare et qui dit tiens Brigitte, voilà ton nouveau directeur artistique. C'est tout. Et alors là, c'est une amitié folle. Alors, il faut dire que vous avez pas un rond, vous avez une vieille dauphine. Et vous embarquez Brigitte dans Paris, c'est une star immense, dans votre vieille dauphine, pour aller chez Renoma faire des courses. Ouais. Vous racontez ça, c'est des années folles. Voilà, puis en plus, j'ai un accrochage. Alors, avoir un accrochage devant chez Renoma en essayant de me garer avec une dauphine pourrie et dedans la star internationale, je peux dire que c'est pas non plus très confortable. Ça arrange, c'est-à-dire que le type commence à sortir en gueulant, voit Brigitte Bardot, tout s'arrange. Ah tout s'arrange. Je lui ai promis. Elle s'en va. D'abord, je fais le tour de la voiture pour lui ouvrir, bien entendu, parce que ma voiture a une portière qui ne s'ouvre que de l'extérieur à cause de choc qu'il y a eu, etc. Mais bon, elle s'en va, elle fuit, bien entendu. Arrange-moi ça, bien sûr, que j'arrange tout ça. Et alors, le type proposait une photo dédicacée, tout allait bien. Une photo dédicacée, tout ça. Et alors, vous écrivez, vous avez des chansons, on va en entendre une, par exemple. Et alors, c'est vrai, celle-là, ça va poser un problème parce qu'elle n'est pas d'accord avec la photo de la pochette. Ça, c'est bien après, au bout de 2-3 disques, oui, qu'on fait ensemble. Je dois choisir absolument entre 2 photos pour la pochette, mais elle est injoignable et c'est elle qui a le final cut, comme on dit, qui doit absolument prendre la décision de choisir telle ou telle photo. Et alors, Barclay me presse, il faut sortir le disque, il y a le chiffre d'affaires, machin, etc. Je dis, mais je peux rien, moi, je l'ai pas là. Ça fait rien. Et je fais comme ça, je ferme les yeux, évidemment, je choisis la photo.
Et dommage. Oui, parce c'est que celle-là, là, c'est celle qu'on voit. Là. celle-là. Bon, vous savez que la photo que je n'ai pas choisie, c'est à peu près la même. Pas contente. Il doit y avoir une mèche de cheveux légèrement différente. Et là, c'est un peu la rupture. Mais vous allez garder Brigitte dans votre cœur. Ouais. Parce que c'est incroyable, elle vous amène avec elle. Vous la voyez danser comme dans et Dieu créa la femme dans les boîtes de nuit. Vous vivez des moments extraordinaires. Une amitié qui reste encore aujourd'hui. Ah, mais je lui ai parlé au téléphone il y a quelques jours, il y a deux jours d'ailleurs, voilà. Et elle est très émue par le livre, bien entendu. Enfin, je dis bien entendu, c'est comme si ça coulait de source. Non, pas du tout. Elle est charmante avec moi, en tous les cas, elle l'a toujours été. Et je dirais très simple. C'est quelqu'un qui me faisait la cuisine chez elle, voyez-vous. Il y avait une grande simplicité, je peux pas trouver d'autres mots. Alors dans le bouquin, vous racontez votre vie aussi, vos amours, votre petite chambre de bonne, et puis tout ce bouleversement, voilà, les années, la France aussi de ce moment-là, tout ce qui se passe. Puis alors un jour, il y a Barclay Rand des États-Unis, il a entendu un truc, ça s'appelle The Voice of East Harlem. Ouais. Et c'est un groupe de jeunes qui chantent dans les rues, qui chantent un peu la paix, la liberté. Qui chantent surtout pour la cause noire à l'époque. Oui. Voilà, vous vous dites, tiens, il y a peut-être un truc. Vous aviez été petit chanteur à la Croix de Bois. Exact. C'est des fameux chanteurs. Oui. Oui, ça paraît bizarre, mais c'est ça. Enfin, en réalité, le premier contact avec la musique, bien avant Violaine et Véronique, c'est les petits chanteurs. Les petits chanteurs, pour moi, c'est toujours resté dans mon cœur, parce que c'est une expérience et surtout un frisson, alors magnifique, parce que l'acoustique des églises, c'est un peu comme Barbara parlait des théâtres. Elle disait, j'aime le silence des théâtres. Et moi, je disais, j'aime le silence des églises, voyez-vous. Ouais. Alors vous partez à Gennevilliers, vous allez chercher des gosses, puis vous les trouvez là-bas. Avec Jacqueline Ehrenschmidt, qui était ma colistière à l'époque. Et vous dites, on va faire une chanson pour parler de la paix, parce qu'il y a la guerre au Vietnam, il y a les... Et on fait un Noël. Ouais. On fait un Noël qui s'appelle Noël 70. Alors, ça, Barclay n'est même pas au courant. Hein, non, il n'a rien écouté. Il a fait confiance totalement. Vous êtes dans votre petit bureau du sous-sol. Qu'on appelle des cellules. Ça sort, et tout le monde, c'est l'effervescence. Ouais. Écoutez ce morceau-là, ça va être, comment dire, un carton. Les Poppies sont nés. Écoutez. Le sud ou l'est ou bien le nord, pour tous les vivants qui distribuent la mort. C'est vrai que là, c'est une chanson pacifiste, ça résonne. C'est humblement, des enfants disent aux adultes, arrêtez de vos conneries, arrêtez de vous taper dessus, vous faire mourir pour des questions idiotes. L'important, d'abord c'est Noël et ensuite la paix, c'est tout ça. Et là, vous devenez la star de la maison. Alors là, ça cartonne. Un peu, oui. Ça se vend, il n'arrive pas, il faut en imprimer. Alors tout de suite après, il va y avoir non, rien n'a changé. Oui, et puis c'est logique. Ils n'avaient pas écouté, les adultes, imbéciles comme ils sont, n'ont pas écouté ce message, cet appel des enfants. La suite logique, c'est que rien n'a changé finalement quelques mois plus tard. Non, rien n'a changé, tout a continué. Et alors, les gosses, alors vous les prenez en affection, ces gamins. Oui. Les petits chanteurs, le soliste, ils sont emportés dans le triomphe. Bruno est resté quelqu'un de très proche. Il est devenu guitariste. Et puis les autres, je les vois là, c'était des gens merveilleux qui sont maintenant, ils ont 55 ans, ou même un peu plus. Et ils sont entrés dans une vie un peu plus classique, sauf Bruno qui, lui, a continué dans la musique. Mais vous essayez de les protéger à ce moment-là, parce que le succès est là. Ils reçoivent des sacs de lettres d'amour, les gamins. Ah oui, c'est fou. C'est fou comme c'est des jeunes filles qui leur envoient des lettres. Bruno est une vraie star, il reçoit, 500 lettres. C'est un truc, il ne peut pas répondre à tout. Et il se fait évidemment jalouser par certains de ses copains, et particulièrement par l'école. Il a des problèmes avec certains profs. Il va dire, la star, là, tu vas nous réciter ta leçon. C'est très con à ce moment-là, les gens. Oui, c'est vrai. Et alors, Barclay, silence radio,
Oui. triomphé, vous lui faites vendre des millions de disques, mais rien, pas un message. Vous dites, mais pourquoi il m'a engagé? Et vous vous posez la question, vous dites, est-ce qu'il m'aime au fond? C'est comme un père pour Mais vous. c'est ça, est-ce Et qu'il il ne m'aime au répond fond? pas. Mais je vous cache pas que j'ai fait un petit transfert, moi, à ce moment-là. Mon père avait exactement le même âge que lui. Ils étaient nés en 21 tous les deux. Et bien que ce soit pas un père de substitution, c'était malgré tout un autre père, enfin quelque chose que j'aurais pas aimé avoir, puisque mon père, je l'adorais, mais je veux dire, une autre façon d'être père. Et alors, vous vivez des moments de grande émotion. Vous racontez, tiens, on va en écouter deux. Par exemple, le premier, écoutez cette voix, écoutez cette chanson, parce qu'il faut dire que vous êtes, à ce moment-là, dans le studio d'enregistrement, Oui. et vous assistez à l'enregistrement de cette chanson de Jacques Brel. Écoutez. Bien sûr, tout ce manque de tendre, et il n'y a plus d'Amérique. Et donc, vous êtes là, à ce moment-là, pendant que Brel... Alors oui, c'est le directeur artistique s'appelait Richard Marsan. Bien que beaucoup plus âgé que moi, il m'est pris en amitié. Et, avec une économie de parole, un jour, il me dit à la sortie de sa cellule, le petit bureau, « Qu'est-ce que tu fais demain ?» Viens au studio. Il me dit pas pourquoi. J'avais l'habitude de ne pas demander non plus. Et je suis arrivé dans la séance d'enregistrement de Brel. Je me suis confondu avec la moquette du mur et du sol. J'ai essayé de me faire le plus discret possible. Je suis même pas sûr que Brel soit aperçu que j'étais là. Mais moi, en tous les cas, j'ai vécu un moment inouï. Ouais. Inouï, parce que à 21 ans, alors qu'il est en pleine gloire, il fait des Olympias, tout le monde est debout. Moi, j'étais évidemment tétanisé, mais et en plein d'admiration. C'est vrai que Barclay a échangé Brel contre Johnny. Eh bien, c'est fou, ça. Ben oui, c'est une histoire belge. Oui, une histoire belge. Mais comment ça s'est passé? C'est-à-dire qu'on lui a dit, Philips, vous prenez Johnny, et moi je prends On lui a pas Brel. dit. C'est une question. C'est un rapport de président intelligent à président intelligent. Ça s'est passé comme ça. Johnny, je crois, à 17 ans, avait signé deux contrats. Un chez Philips, l'autre chez Barclay. Ça ne pouvait pas se faire, quand même. Et il y avait Brel qui était là entre les deux. Et plutôt chez Philips, d'ailleurs. Et entre les présidents, la conversation a été je garde Brel, je prends Brel, je te rends Johnny. Ouais. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est incroyable. Il avait une énorme affection pour les artistes. Alors, c'est vrai que Johnny, il ne va pas avoir Johnny dans son label, mais vous dites quasiment, ils s'embrassaient sur la bouche. Oui, parce que... Non, mais c'est vrai, vous dites, ils s'embrassaient sur la bouche. Oui, c'est fréquent. Barclay et Johnny. Oui, mais parce que c'est comme une plaisanterie. Ça va, mon amour. Voilà, oui. C'est ça, c'est pas non plus un roulage de pelle. Mon coco, non pas mon coco. C'est coco, c'était après, ça a disparu, cette appellation. Mais on s'embrassait et on se disait « Alors ça va, Coco? On se fait une petite bouffe, Coco ?» C'était un petit peu les termes du métier de l'époque. Il y en a un qui l'a pas dû embrasser sur la bouche. Écoutez, c'est lui. Et alors, pareil, vous allez, à un moment donné, vous trouver confronté à ce monstre sacré du cinéma qui a enregistré cette chanson-là avant et qui va peut-être enregistrer chez Barclay avec vous. Écoutez. Comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde, un tournesol dans sa fleur. C'est Alain Delon. Alors, Barclay vous dit, vas-y, écris, trouve du matériel. Et vous rencontrez Alain Delon. C'est par hasard, je suis chez Barclay, il m'a fait venir, je ne sais pas pourquoi, arrive la star des stars à ce moment-là. Et il arrive, la mèche bien barrée sur le front, les maxillaires en plein mouvement, vous savez, comme dans... le truc, etc. Moi, je vois arriver cette espèce d'énergumène à la fois, comment dirais-je, irritant, mais en même temps d'une beauté totale. Et là, pour se détendre, Barclay dit on va faire une partie de baby-foot. Bon, d'accord. Alors, lui, il fait équipe avec Delon et moi, je fais équipe avec Patrick Villarel, qui à l'époque est le directeur des éditions. Et bon, voilà, et ça se détend comme ça. Mais moi, je peux pas m'empêcher de regarder quand même d'un œil ce type qui est en pleine gloire et qui parle pas beaucoup. Il dit pas grand-chose, mais comment dire, il est d'une beauté absolue, quoi. Voilà.
Bon, et ça se fera pas. C'est tout ça est raconté dans ce bouquin qui est absolument formidable, Eddie Barclay. Moi, François Bernheim, tiens, allez, encore un autre artiste, parce qu'il y en a eu tellement. Et lui, Barclay n'en veut pas. Il dit, il est homo, le public n'aime pas les homos, j'en veux pas. Oui, c'est ça qu'il dit à propos de Patrick Juvet. Oui, il chante pas d'une façon assez mâle, vous comprenez. Et je dis, mais le problème n'est pas là. C'est un formidable mélodiste. Et c'est vrai, quand même. Le Lundi au soleil, c'est lui aussi, pour Claude François. Oui, mais Barclay vous dit non. Non, il et dit non. La plupart des mecs, vous dites chez Barclay, les mecs n'en veulent pas. C'est-à-dire on n'est pas très à l'aise avec... Les mecs hétéros, je précise, vous dites d'ailleurs. On n'est pas très à l'aise avec l'homosexualité à ce moment-là. Et moi, je dis, bah oui, mais enfin bon, quand même, Luce Mariano, quand même, Charles Trenet, c'est quand même pas des modèles d'hétérosexualité. Alors oui, évidemment, à ce moment-là, j'ai obtenu de quoi lui faire un single. À l'arrache. Voilà. Oui. Et là, vous mélangez les voix et ça donne ça, écoutez, un tube. C'est la musica, le son de ta voix. C'est la musica. Et alors, vous continuez et ça marche toujours. Et alors, on vous dit, tiens, il y a quelqu'un qui s'appelle Esther Galil. C'est lui, Barclay, qui nous dit à Jacqueline et moi, nous dit, j'ai repéré dans un spectacle israélien, parce qu'il y furetait, Barclay, mine de rien, il restait pas derrière son bureau, une chanteuse, vous devriez vous pencher un peu sur l'histoire. Alors bon, on fait venir cette jeune femme dans les bureaux. Et effectivement, on écoute une vieille bande, elle avait fait Chain, le truc d'Aretha Franklin. Je dis c'est pas mal, j'ai un petit malaise quand même. Et puis j'ai dit bon, on y va. Ouais. Et on lui écrit Le jour se lève avec Jacqueline. Vous l'écrivez, alors vous êtes effectivement, il est 5h, c'est la chanson. Ouais. Et il était vraiment 5h, vous vous levez le matin dans votre lit, dans votre truc et vous dites... Il est bientôt 5h, le matin va venir, c'est du vécu. C'est comme ça que ça vient une chanson. Et ça fait un énorme succès, écoutez Esther Galil. Mais ça n'a pas d'importance, car c'est pour toi. Et alors, c'est vrai que ça va pas continuer. Elle chante pas en mesure. Vous êtes effrayés. Elle fait l'Olympia, c'est catastrophique. Ça ne marche pas. C'est catastrophique. Elle fait le refrain 2 minutes avant le couplet. Bref, moi j'en étais malade, vraiment malade pour les musiciens en plus, pour le public après. Les musiciens, ils galéraient, ils avaient des violons en plus, ils galéraient totalement. J'ai quitté l'Olympia, j'étais très furieux parce que j'étais contre elle. On s'est revus après, mais bon, ça n'a jamais été non plus une amitié folle. C'est quelqu'un qui n'a pas continué. Pourtant, on lui avait ouvert la voie, je peux vous dire vraiment. Elle était très aimée. Et là, vous avez votre mine d'or, c'est les Poppies. Ouais. Vous allez continuer, tiens, on va entendre Isabelle, je t'aime. Vous leur faites aussi chanter des chansons d'amour à ces gamins. Parce que c'est... Oui. C'est une histoire vraie pour ce qui me concerne. J'étais en colonie de vacances, j'avais rencontré une jeune fille aux yeux bleus, j'avais 10 ans, elle avait 10 ans elle aussi, et on s'était fait des petits bisous comme ça, et on s'était promis de se revoir à Paris. Quand je suis arrivé à Paris, j'ai dit à ma mère, est-ce que ça t'embêterait si on allait voir cette jeune fille qui m'a donné son adresse? On y est allé, on s'est fait jeter. On devait être pas bien habillés. Ni ma mère ni moi, j'avais honte elle aussi. Et alors, le petit qui chante, il s'appelle comment? Il a un surnom là. Bouboule. Bouboule, écoutez Bouboule. Un beau jardin et des bébés. Il est trop mignon. Il faut quand même s'imaginer que Bouboule, il a... Comment dire il a pris de la bouteille, on va dire. Il a 60 ans maintenant. Il a 60 ans maintenant. Les Poppies. Alors, on va vous piller les Poppies. Ouais. À un moment donné, il va y avoir un groupe qui sort, c'est des filles, et vous piquent la chanson. Ça s'appelle les Minis. Les Minis. Vous découvrez ça, vous dites, mais vous êtes furieux, on vous pique. Les Poppies étaient 17. Tout d'un coup, les Minis étaient 17. Pour ça, on a le droit de le faire. Il n'y a pas de problème. Oui. Simplement, nous, on avait fait enregistrer une chanson qui s'appelait Alléluia Maman. Et eux aussi.
Il prenait. Alors là, ça Mais c'est un commence mec à qui avait sentir- entendu la séance d'enregistrement. Voilà, Qui vous a tout voilà, piqué. Et qui puis alors, passait, ouais. Puis alors après, vous apprenez qu'on veut leur faire chanter des chansons pour un film ou des chansons pour des films Ah oui, enfantins. non, malheureusement, c'était un garçon que j'aimais beaucoup qui s'appelait Christophe Isard, qui faisait plein de dessins animés et qui, lui, évidemment, voulait engager les Poppies sous le nom des Poppies pour chanter, mais chanter des génériques de dessins animés extrêmement mièvres. Et nous, ça ne collait pas du tout avec l'image qu'on avait donnée aux enfants. Ouais, belle rencontre dans ce livre. Tiens, une moins terrible, c'est Léo Ferré. Oh, Alors, si, bah si, non mais quand même le mec, il chante des chansons anarchistes. Comme quoi, et il faut toujours... vous décrivez un type qui ne pense qu'à l'argent. Comme quoi, il faut toujours séparer l'artiste de l'homme, hein, c'est pas Mais non, mais pareil. il pensait qu'au fric, Léo Ferré. Il pensait beaucoup à l'argent, oui. Il était très riche, d'ailleurs. Il avait une maison en Normandie, qui était même plus qu'une maison. Elle avait aussi quelque chose en Italie, encore plus qu'une maison. Il était très rapia, quoi. Ouais. Hein, Mais il parlait de ça dans les conversations. Il disait, tu sais, lui doit gagner du pognon. Non, on se trouve au Don Camillo, un endroit qui n'existe plus, avec des gens qui passent sur scène. Je suis à côté de lui. Et à côté, et dans la table d'à côté, il y a Henri Charrière. Personne ne se souvient d'Henri Charrière. Papillon. Sauf que c'est le mec, le bagnard évadé, qui avait écrit Papillon et qui avait fait 1 million de ventes au minimum. Donc c'est énorme pour un bouquin. Et on allait faire un film. Et Léo Ferré me dit, t'as vu, c'est Henri Charrière? Je dis oui. Et il me dit, il a vendu 1 million? Je dis oui, il a vendu... Putain, le pognon qui a dû se faire. Et il a passé la soirée à se faire des allers-retours comme ça avec la table. En disant, putain, le pognon. Ah ouais, c'est dingue. Alors, un autre Ferré, c'est Nino. Alors, là, ça n'a pas pu se faire complètement. Il n'aimait pas ce qu'il avait fait avant. Les artistes sont parfois Ouais. tortueux. Il Il a fait des cartons chez Barclay, les Cornichons, Formidable. Mirza. Ben oui, il y a tout. Et il me dit, j'aimerais qu'on travaille ensemble. Viens à la maison. Oui, je viens à la maison. Et il était fasciné à l'époque par les guitares californiennes. On avait vécu Woodstock, et Crosby, Stills, Nash & Young et tout ça. Moi aussi, j'étais fasciné par ça. Il me dit, je veux faire ça. Je lui dis, écoute, je veux bien que tu fasses ça, mais si tu veux bien... réécoutons d'abord ce que tu as fait. Oh non, c'est dégueulasse, c'est pas bien. Puis on réécoute Mirza, on réécoute les Cornichons, Je vends des robes, le téléphone, etc. Et là, je lui dis, il avait la tête baissée, et tout d'un coup, il avait les larmes aux yeux quand même. Il avait les larmes aux yeux. Ouais. Je lui dis, t'as les larmes aux yeux, et tu veux refaire quoi? Tu veux faire ce que les autres font? Ben non. Tu t'appelles Nino Ferrer, et tu restes Nino Ferrer. Il faut savoir tenir tête. Alors, Nino va se suicider. Oui. Quelques années plus tard. Au fond, il y avait quelque chose de brisé en lui. Charles Aznavour veut vous faire réenregistrer ses Même tubes. chose. Vous lui dites non. Même chose. C'est quand même Aznavour. Même chose. Vous lui dites non. François, est-ce qu'on peut se voir? Bien sûr. Alors bon, on va dans sa propriété qui est à Montfort-l'Amaury, avec un garçon qui s'appelait Claude Angèle et qui s'appelle toujours Claude Angèle, qui était un grand guitariste. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'il va nous demander? Je voudrais réactualiser mes chansons. Ah bon? Autrement dit, un coup de jeune, quoi. Du jeunisme, quoi. Alors je lui dis, mais c'est... Bon, alors il nous développe ses arguments, on passe une très bonne soirée, on rentre, il fait -12, c'est très bien, c'est parfait, mais moi je l'ai appelé le lendemain et j'ai dit, écoutez, vous êtes formidable, ce que j'ai écouté de vous, ce qui me fait, moi, m'émouvoir, c'est pas du tout le fait de rajouter une percussion, une guitare électrique ou quelque chose qui serait supposé être moderne, enfin donner du modernisme à vos chansons. Vos chansons n'ont pas besoin de ça. Vous êtes dans l'émotion pure et restez dans l'émotion. Ouais. Écoutez, voilà, il m'a écouté. Ouais. Écoutez ça, alors ça va pas se vendre, ça va pas marcher. Et c'est un type, c'est Louis Chédid. Oui. Vous faites son premier album. Oui. Et c'est formidable, mais ça ne marche pas. Mais vous y croyez, vous savez qu'il y a du talent. Oui, oui. Il y a le petit Mathieu Chédid qui est là aussi derrière. Dans le ventre de sa mère. Ouais. Marianne. Oui, ouais. Il est là. Et là, vous y croyez parce que c'est formidable, Louis Chédid. Mais ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. On a obtenu un blanc-seing de la part de Barclay pour aller enregistrer à Toulouse. On fait ses chansons. Et il est... j'adore Louis parce que c'est un musicien type. C'est un grand guitariste déjà. Et, il a transmis ça à Mathieu d'ailleurs. Et les chansons sont d'une vraie poésie. Une vraie poésie. Ouais. Mais voilà, c'est pas dans l'air du temps. Ça ne marchera pas. On en vendra 3, quoi. Voilà. Et puis heureusement, il y a la fête. Il
il y a la fête de Barclay, les Nuits Blanches de Saint-Tropez. Et alors, il vous fait enregistrer plein de titres pour essayer de faire des succès avec d'autres noms. Vous prenez plein de pseudos, vous enregistrez Toute la pluie tombe sur moi sous un autre nom. Il cherche à faire du carton, il prend Popcorn. Oui. Un jour, il vous dit, je veux que tu me fasses la danse de l'été. Là, t'as 10 jours pour ça. Exactement. Je fais une fête à Saint-Tropez, tu vas me faire la danse de l'été. Oui. Alors bon, vous savez, je tremblais dans ces moments-là. Ouais. Quoi faire? Alors, j'ai pondu un truc, c'est même pas la peine de l'écouter, mais bon, c'est comme ça. Mais avant, vous aviez fait Agadou. Pousse-la et moule café. Attendez, mais ça, c'est c'est irremplaçable. Oui, mais justement, je le fais dans les bureaux de Barclay, mais c'est pas chez Barclay que ça sort. Parce que j'avais 2 amis qui étaient Miassimil et Michel de Lancret, avec lesquels on a fait cette chanson, qui, eux, nous ont fait enregistrer cette chanson et l'ont distribuée ailleurs, l'ont donnée ailleurs. Et ça va être traduit dans le monde entier. Écoutez ça, vous l'avez déjà entendu ça. Alors, c'est vrai que Barclay vous dit, voilà, tu sors pas de là, tu dois enregistrer, le studio est réservé, tu dois me faire une fête pour Saint-Tropez. Hein, et alors, vous vous enfermez, et ça va être la danse du ventre. Ça va être la danse du ventre. Bon. La danse du ventre qui, évidemment, est jouée au Cave du Roi, qui est l'endroit, évidemment, il faut être à Saint-Tropez à ce moment-là. Et je me trouve à faire la chenille avec Duke Ellington. Ah oui. C'est quand même bizarre, ça. Hein. C'est absolument incroyable. Vous racontez dans ce bouquin, il y a la chenille sur la danse du ventre. Duke Ellington est derrière, il est haletant dans votre épaule, et vous dit, c'est bon, c'est le fun. It's fun. It's fun. Et alors, il y a Elton John. Alors, après, c'est dans la maison, ça, Elton John qui est là. Bon, Elton John, j'ai pas de contact véritablement avec lui. Il est dans son monde, mais enfin, il est plutôt jovial. C'est quelqu'un. Et alors, il y a Alain Delon qui est là. Alain Delon, qui est normal. Delon, pas un sourire, rien du tout. Et à Barclay, déguisé en femme. Toujours. Sautille. Enfin, pas toujours, mais souvent. Souvent, il aime bien. Par exemple, le mariage avec Thierry Luron, où il est témoin, mais témoin en femme, avec une grande robe blanche. Ouais. Et tout le monde part dans les rues de Saint-Tropez avec cette musique derrière, et avec des bouteilles de champagne, et même les flics boivent le champagne. Les flics très complices sur le coup, bien sûr. Ils n'allaient pas non plus verbaliser des gens qui, même à 5h du matin, s'amusaient tout simplement. Voilà. Ouais, écoutez, la danse du ventre de François Bernheim. Les gens de la Vivostor, elles dansent le Kazacha. C'est horrible. On danse la sardane. Je ne sais pas ce qu'elles dansent. Alors, il faut quand même dire, à un moment, tiens, vous allez croiser Claude Carrère, qui est le producteur de Sheila. Vous détestez, vous lui dites, toi, avec ta perruque, tu vas dégager, parce que c'est pas Barclay. Bon, je dis pas ça, hein, mais je le pense très au fond de moi. Ça n'a pas collé entre Claude Carrère et moi. Après, on s'est retrouvés. C'est faux, c'est un type qui veut que l'argent. Moi, je veux pas ça. Barclay, c'est pas ça. Barclay, il veut de l'argent, bien sûr, mais il veut aussi s'amuser. Il n'est pas austère, il n'est pas renfermé, il est taiseux, mais il aime bien rire. Il aime bien qu'on le fasse rire aussi. Chez Barclay, on s'amuse, d'accord, mais on travaille beaucoup avant. Ouais. Mais on travaille beaucoup avant, donc pour s'amuser. Ouais. Chez Carrère, c'est pas ça. Il n'y a pas la fête, c'est austère, c'est besogneux. Et puis bon, je sentais aussi qu'il y avait une co-signature à venir, et ça me plaisait pas beaucoup. Ouais. Qui est vraiment Édouard Ruault derrière tout ça? Il y a une forme de solitude. Il va se marier, vous allez être à son 6e mariage au Bois de Boulogne. Tout le Paris est là, il y a les piques-assiettes. Il est très seul. Oui, il est très seul. À ce moment-là, il est moins seul. Bon, il y a des amis, il y a Gérard Majax qui fait des tours de magie, il y a Carlos qui est là aussi, voilà. Il y a des gens qui ont compté pour Michel Legrand. Mais voilà, ce sont... C'est seul. Et vous l'entendez, petite conversation, moment de son mariage. Je vous vois venir. Il murmure, et vous l'entendez dire, j'approche de la millième. Alors, il le dit comment avec sa voix? Il faut peut-être l'imiter. T'approches de la millième, tu pourrais pas me faire une petite fête? J'approche de la millième. Donc, vous dites, de quoi il parle? Ouais, c'est la millième femme. Alors bon, moi je me demande comment il faisait, mais bon. Millième femme? Ouais. Ah oui. Alors, il y a un jour, vous êtes dans son bureau, et puis
vous allez aux toilettes, on peut le dire, parce que vous allez passer devant la porte de la chambre qui est restée entrouverte et vous découvrez quoi là? Je découvre 2 jeunes femmes endormies mais nues. Oui. Dans ce lit, je me dis, il a dû s'amuser quand même. Je me pose des questions sur son taux de testostérone, qui doit être très très élevé, parce qu'elles ont l'air totalement épanouies, les 2 jeunes femmes. Enfin bon, je n'ai pas insisté non plus. Ouais. Je n'ai pas dit bonjour, c'est moi. Non. Mais vous allez le croiser à la fin de sa vie, Oui. François Bernheim, tout seul. Et Oui. c'est vrai. Et il vous dit, tiens, j'ai un projet. Vous savez que c'est fini, il n'y a plus rien. Il y a une grande blonde à côté, vous ne savez pas qui c'est. Ça se passe au Théâtre Marigny, et il y a Delon qui est sur scène, d'ailleurs, avec sa fille Anouchka, qui joue une pièce. Il est au premier rang du balcon, et je suis à côté de lui. C'est un hasard total. Et là, il applaudit Delon, et puis il s'en va, il me dit... Mon petit François, il va falloir qu'on fasse un label là, tous les deux, il va falloir qu'on monte une maison de disques. Quelques mois plus tard, évidemment, il décédait. Il mourait. Ouais, ouais. Je vous profite de vous avoir, François Bernheim, parce que, tenez, regardez, ça, c'est pas dans le bouquin, mais il y a ça. Ça vous dit quelque chose, allez, on va l'entendre. C'est vous qui avez écrit cette chanson. Ouais. Vous produisez les premiers albums de Renaud. C'est vous qui lancez Renaud. Avec Jacqueline, on est totalement sous le charme de ce garçon pour lequel j'ai beaucoup de tendresse, vraiment. Toujours, d'ailleurs. Toujours. Ouais. Mais vous doutiez pas que ça va devenir une star comme ça, Renaud? Non, mais je sais que personne n'en veut. Personne ne voulait de Renaud. C'est un signe. Personne ne voulait de C'est Renaud. un signe. Personne n'en veut. Personne ne voulait de Patrice Acasse. Oui. Voilà. Et là, les gens disaient, non, ça marchera pas. Oui, c'est trop personnel, c'est de la gouaille, c'est de la vulgarité, c'est du mai 68 mal digéré. Mais j'ai dit, d'accord, mais enfin, vous avez vu la qualité d'écriture? Oui, mais on s'en fout, c'est pas radio. Ouais. C'est pas radio, ce truc-là, incroyable. je l'ai entendu 25 fois. Le flair que vous avez eu, tiens, on va l'entendre, c'était justement ce dont vous parliez à l'instant, une autre chanson d'une autre artiste absolument incroyable. Et c'est vous qui allez écrire cette chanson, Mon mec à moi. Ouais, avec Didier Barbelivier. Et vous êtes là, vous dites, tiens, on tient quelque chose, cette fille, c'est Patricia Cass. Et vous la lancez, vous produisez. Ouais. Mais ça, je raconterai ça dans un autre livre. Ouais. Mais c'est vrai, c'est un culot qu'il faut pour lancer une fille que personne ne connaît. Oui, c'est le but. Hein. Je n'aime pas quand ça se passe par l'intermédiaire de crochets. J'aime pas trop ces émissions où ils formatent déjà les artistes. Je n'aime pas ça. Elle est dans le jus. Quand je la connais, elle chante dans un club à Sarreguemines. Donc c'est-à-dire dans le profond est de la France, dans un cabaret qui est aussi dans les profondeurs. Hein. Et elle chante I'm Just a Gigolo. Je reçois une cassette, j'écoute ça. Je dis, avec mon ami Joël Cartini, on s'est dit, on y va. Et on y est allé. Ouais, non, oui, c'est incroyable, il faudra revenir, il faudra surtout en faire un bouquin. Hein. Je compte sur vous, parce que celui-là est tellement génial, on a envie d'un autre là, qui nous raconterait tout ça. Tiens, Richard Cocciante, rien que pour le plaisir de cette voix, alors c'est une adaptation de votre chanson, qui va être dans le film de Patrice Lecomte, Tandem. Quelle voix, écoutez ça, quelle chanson, Richard Cocciante. All'uscita della scuola in città ci prendemmo per mano Ti dis, io ti amo. Il mio rifugio. taglio poi Ah ouais. C'est une belle histoire, ça, quand même. Alors, Patrice Lecomte, avec lequel je faisais la musique de certains de ses films, pour lequel je faisais la musique de certains de ses films de pub, on travaillait en pub aussi, ça lui est arrivé, me dit, je fais un long métrage, j'ai besoin d'un slow italien, est-ce que tu aurais un slow italien? Et je lui ai trouvé ça qui était déjà une chanson en français, que j'avais chanté moi, mais qui n'avait pas beaucoup de succès. Et je lui ai fait un truc en yaourt italien, je parlais pas italien du tout, bien sûr. Il m'a dit, c'est ça. Et on l'a fait paroler et chanter par Richard. Ah, incroyable. Il faut lire ça. Eddie Barclay et moi, François Bernheim. Ça nous ramène en Espagne au soleil avec 2 gamines. Le temps a passé, hein. Violaine et Véronique. Elles sont toujours Tout très démarre jolies. de ça. Elles sont toujours très jolies. Elles sont toujours très jolies. Ouais. Et vous êtes toujours très amis avec Oui, Véronique. Oui. Et avec Violaine aussi, bien sûr. Ouais. Et vous vous dites quoi quand vous vous voyez? Parce que tout ce qui s'est passé, quand même. Eh bien, figurez-vous que c'est peut-être une exclusivité, mais il va y avoir une édition, une sortie d'un album de nos maquettes qu'on avait fait bien avant les Roche-Martin, Véro, Véronique et moi. Véro, Violaine et moi. Ouais, on le voit à la photo. Bah, tiens, vous reviendrez nous en parler aussi, tiens. Eddie, quand même.
Ouais. On a un peu percé le mystère de ce personnage en couleur qui, au fond, rappelle une certaine époque. Il incarne, et ce livre nous raconte la France aussi, d'une certaine manière, une certaine insouciance, C'est ça. parfois qui cachait aussi certains désespoirs. On est dans les 30 glorieuses, hein. Il n'y a pas de souci véritablement d'argent. Les gens, bon, il y a des malheureux bien sûr, mais enfin il y a assez peu de chômage, etc. Et évidemment c'est une époque pleine au niveau de la création de la chanson. D'ailleurs c'est la jonction entre les années 60 et puis ce qui va suivre des années 80. C'est exactement cette jonction-là que moi je vis. Et d'ailleurs mon fils, qui a 37 ans, est totalement jaloux de cette histoire. Il me dit, enfin t'es dégueulasse papa, t'as vécu quand même ce qu'il y a de Dieu. Eddie Barclay, il apparaît avec j'allais presque dire sa robe chamarrée, hein, c'est presque ça. Hein. Non mais la robe de chambre aussi. La robe de chambre. Il a le cigare, il parle avec sa petite voix. Là, on l'entend qu'il joue de la musique avec Quincy Jones et il vous dit, François, tu as 5 minutes et ta vie va basculer. Tu as 5 minutes pour décider de ce que va être ta vie. Oui, c'est ça. C'est ce que je pense, moi. Et j'ai comme une vieille sueur qui arrive au front, là, parce que moi, je suis né, évidemment, de parents qui n'avaient pas d'argent. Donc, c'est une option de vie c'est difficile à prendre comme décision. Mais moi, j'ai même pas réfléchi, je dois dire. Ouais. Je l'ai fait tout de Tant suite. mieux. Oui. Il ne faut pas réfléchir. Si on peut faire une métaphore, je préfère ce verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Voyez-vous ? Ouais. Et le verre, il est plein de champagne. Exact. François Bernheim, Eddie Barclay et moi, au Cherche Midi. C'est formidable. Merci beaucoup, François. Merci à vous de m'avoir reçu. Et il est toujours là, Eddie, écoutez-le.